La douleur, donc, avant d'être reçue par le milieu médical et avant d'être soignée, elle est avant tout un phénomène universel, donc dont chacun a pu faire l'expérience. La douleur est une expérience purement individuelle et subjective. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la douleur, ce n'est pas sûr que c'est la même douleur qui est faite par l'autre. Donc, aussi, on ne peut pas objectiver la douleur, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la palper, on ne peut pas. Donc, c'est quelque chose de subjectif qui se pose surtout sur la description de l'individu. Donc, si j'ai mal, je dois décrire ma douleur et cette description, elle est différente d'un individu à un autre. Il faut savoir que c'est le symptôme le plus rencontré en médecine, bien sûr. Hein? Comme vous le savez, c'est le signal d'alerte, d'alarme qui conduit à la consultation. Donc, si on a mal, c'est que ça ne va pas. On doit donc voir un médecin. Mais seule la sémiologie clinique, l'observation et le dialogue peuvent tenter de l'appréhender. Par exemple, si je connais ma sémiologie, si quelqu'un se présente et qu'il me dit qu'il a mal au niveau du flanc droit avec une douleur qui irradie en bretelle, donc je penserai à une douleur de la lithiase, par exemple. Donc, il faut connaître la sémiologie clinique. Il faut observer le patient et il faut dialoguer avec lui parce que c'est lui qui va nous décrire cette douleur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette douleur, elle ne se mesure pas parce qu'on a tenté de faire des échelles de douleur, mais on a constaté que, par exemple, une douleur chez une personnalité qui a tendance à dramatiser les choses correspondra, par exemple, à une échelle 6. Hein, contrairement à quelqu'un qui a tendance à minimiser les choses. Donc, cette douleur correspondra à l'échelle 2. Donc, on a déduit qu'on ne pouvait pas mesurer ni faire d'échelle de la douleur. Donc, la douleur, elle s'observe, donc elle s'écoute, elle s'entend, elle demande du temps surtout. Donc, surtout quand il s'agit d'une douleur chronique. La douleur est intriquée et elle est indissociable d'une souffrance morale. Quand on a mal, automatiquement on souffre. Donc, il faut prendre le sujet comme un tout. Donc, l'individu, c'est un tout. Il ne faut pas se focaliser sur l'organe qui fait mal seulement parce que le patient, donc, ou qui décrit une douleur, également décrit une souffrance qu'il faut voir. La douleur, donc, peut être également la face cachée d'une douleur, la douleur morale, hein, peut être également la face cachée d'une douleur somatique. Le patient peut présenter en premier plan cette douleur morale, mais en fait, en cherchant bien, on va retrouver une douleur somatique, surtout lorsqu'il s'agit de douleurs chroniques. Comment on définit la douleur? La douleur est définie donc comme une sensation pénible en un point ou dans une région du corps. Donc, ça peut être un point au niveau du corps ou ça peut être une région du corps. Et selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé et l'International Association for Study of Pain. Oui, Yusra? Vous m'entendez? Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous m'entendez éloigner du microphone, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous m'entendez? Donc, comme je l'ai dit, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et l'International Association for Study of Pain, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion. Donc, c'est avant tout une sensation. Donc, c'est désagréable, hein, c'est pénible, hein,
Elle peut être liée à une lésion tissulaire réelle ou bien potentielle ou bien décrite par le patient comme étant une lésion située dans un corps. Hein. Cette définition donc relève l'importance de la subjectivité de l'affect et du discours, quel que soit le type de douleur considérée. Donc, pour décrire la douleur, le malade va se baser sur son discours. Donc, il va nous ramener une description de la douleur, le lieu, le type, l'irradiation, la localisation. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas objectiver. Donc, c'est quelque chose de subjectif. On va se baser sur le discours du patient, sur ses sensations, sur son affect. Donc, elle est médicalement non objectivable. Et il n'existe aucun rapport fiable entre la lésion constatée et l'intensité ressentie, pas plus qu'entre ce ressenti et son expression. Donc, comme on va le voir tout à l'heure, cette expression de la douleur va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, tout malade qui dit avoir mal souffre et on ne doit pas nier cette souffrance. Donc, il faut tout le temps prendre en considération la lésion organique, mais également le côté émotionnel et affect. Quels sont les mécanismes de la douleur? Donc, comme on le sait, la douleur est un signal d'alarme qui sert à repérer une agression et qui permet de réagir contre. Par exemple, si je me blesse, je sens cette douleur, je vais envoyer un message vers le cerveau pour l'alerter et donc je vais réagir contre, c'est-à-dire je veux retirer par exemple le membre. Il s'agit d'une douleur nociceptive. Mais la douleur peut aussi traduire une lésion du système nerveux lui-même. Dans ce cas, le système qui transmet le message douleur, cerveau ou nerf périphérique est défaillant. Là, c'est la douleur neuropathique. Donc, la douleur neuropathique, on a une atteinte soit au niveau du cerveau, soit au niveau des nerfs périphériques. Comment se fait la physiologie de la douleur? Donc, l'information qui est douleur est en général captée par les récepteurs appelés les nocicepteurs. Et ces nocicepteurs sont situés au niveau de la peau, des articulations et des viscères. Donc, à partir de ces nocicepteurs, cette information qui est la douleur, elle est véhiculée jusqu'à la moelle épinière. Puis, par des neurones formant un faisceau ascendant dans le thalamus. Donc, l'information nociceptive devient douleur. À partir du thalamus, un troisième relais projette l'information douleur dans deux zones du cerveau qui sont l'aire de la sensibilité et l'aire de l'émotionnel, comme on l'a schématisé dans cette présentation. Donc, on a l'information ici, au niveau des récepteurs périphériques, la peau, l'articulation et les viscères, donc c'est l'inflammation. Cette information, elle est véhiculée au niveau de la moelle épinière, mais également au niveau de la substance grise, comme postérieur neurone convergent. Là, on va avoir l'arc réflexe. Donc, en cas de blessure, là, c'est le retrait. À partir d'un faisceau spinothalamique antérolatéral, cette douleur, elle est véhiculée au niveau du thalamus, qui est donc transformé en douleur, cette information nociceptive. Et à partir du thalamus, vers le cerveau, dans deux zones qui sont la zone pariétale et la zone profonde, et qui représentent les deux composantes de la douleur, qui est la composante sensorielle et émotionnelle, d'où la souffrance. Donc, on arrive de l'inflammation ou de l'information vers la douleur et puis vers la souffrance. Il existe plusieurs types de douleurs. Donc, parmi ces types, on a la douleur aiguë. C'est quoi la douleur aiguë? C'est une douleur vive, immédiate et généralement brève. Elle est causée par une stimulation nociceptive de l'organisme pouvant se produire sous la forme d'un stimulus thermique, comme le contact de la peau avec du feu, ou bien mécanique, comme le pincement, le coup ou la blessure. La douleur aiguë joue donc un rôle d'alarme qui va permettre à l'organisme de réagir et de se protéger face à un stimulus mécanique, chimique
ou thermique, comme je l'ai schématisé dans ce schéma. Donc, on va voir le stimulus qui est la chaleur. Donc, l'information, elle est véhiculée jusqu'à la moelle épinière et donc elle est transformée en douleur et on va voir l'arc réflexe qui est de retirer la main de la chaleur, donc de se protéger contre ce stimulus, contre cette douleur. La douleur chronique, donc quand est-ce qu'on parle de douleur chronique ou pathologique? Lorsque la sensation douloureuse excède 3 mois et devient récurrente, c'est-à-dire dans le temps, elle va dépasser 3 mois, mais également elle va revenir, donc elle devient récurrente. C'est une maladie grave et invalidante. Les conséquences sont autant organiques, de l'hypertension artérielle secondaire, de l'atrophie musculaire, parce qu'en ayant de la douleur, on va se protéger par des positions antalgiques, on va plus faire travailler cet endroit, donc ce muscle qui est atteint, et on va aboutir à une atrophie musculaire. Que psychologique, avec bien sûr une modification comportementale. Le troisième type de la douleur, c'est les douleurs nociceptives. Donc, on a déjà vu ce que c'est une douleur nociceptive. Donc, ce sont des douleurs qui correspondent à la mise en jeu du système physiologique et qui permet de ressentir une douleur aiguë ou chronique. Ce sont les plus courantes. Donc, ça peut être un coup, des brûlures, les douleurs post-opératoires, les inflammations, les fractures. Donc, c'est à partir des nocicepteurs qu'on va recevoir cette information et ça va se transformer bien sûr au niveau du cerveau en douleur et souffrance bien sûr. Les douleurs neuropathiques, elles sont anciennement dénommées les douleurs de désafférentation neurogène. Elles sont consécutives à une lésion nerveuse. Donc, elles ne sont pas captées par les nocicepteurs, mais plutôt elles sont dues à une lésion nerveuse. Et cette lésion peut être récente ou bien ancienne. Et cette lésion va induire un dysfonctionnement du système nerveux périphérique ou central, tels que les neuropathies du zona, les neuropathies du diabète, les neuropathies post-amputation, les neuropathies sur cicatrice d'intervention chirurgicale ou bien lors de la sclérose en plaques. Donc, comme on voit ici, donc les douleurs neuropathiques sont dues à une atteinte périphérique ou centrale, alors que les douleurs nociceptives sont dues à un excès de nociception. Là, elles sont consécutives à des lésions du système nerveux en l'absence de stimulation sur les récepteurs périphériques. Là, c'est plutôt les récepteurs nociceptifs. Donc, ça peut être une pathologie viscérale, dommages articulaires, musculaires, ou même de la peau. Donc, ça peut être un choc ou bien une inflammation. Donc, parmi ces lésions, les lésions peuvent être périphériques, ça peut être une lésion du nerf, de la racine ou du plexus, ou bien centrale, lésion de la corne dorsale ou de la moelle ou du cortex. Par contre, ici, elle traduit sur un système nerveux entièrement normal, hein, contrairement à ici, un excès d'influx nociceptif. Autre type de douleurs, ce sont les douleurs idiopathiques. Donc, ce sont des douleurs qui sont actuellement mal expliquées. Certains auteurs y incluent la fibromyalgie, ou ce qu'on appelle le SPID, hein, syndrome polyalgique idiopathique diffus. Hein, c'est idiopathique, c'est-à-dire on ne connaît pas la cause. Et donc, ces douleurs ne sont pas corrélées à une cause organique établie jusqu'à l'heure actuelle. Les douleurs psychogènes, elles se vivent et se ressentent comme toutes les autres douleurs. Donc, il ne faut pas les négliger. Et elles doivent être prises en charge avec la même attention, quelle que soit leur cause. Ça peut être un deuil, un traumatisme psychique, une séparation, un échec, hein, une ruine. Hein, tous ces événements agressants peuvent être à l'origine d'une douleur psychogène. Donc, psychogènes, il faut également les prendre en charge avec le même intérêt que la douleur organique. Comment s'exprime la douleur? Donc, la douleur s'exprime au niveau du comportement, c'est la composante comportementale. Au niveau cognitif, c'est la composante cognitive. Et au niveau
affective et émotionnelle. Donc, au niveau émotionnel, elle correspond à ce que nous ressentons. Hein. En général, la douleur, elle est désagréable, elle est pénible, elle est inquiétante, elle est insupportable. Hein. Sur le plan comportement, elle correspond à notre manière de réagir à la douleur et de l'exprimer par le corps ou par la parole. Donc, ça peut être les positions antalgiques, donc ça peut être les grimaces, ça peut être... donc, c'est l'expression du corps, hein, c'est le moteur, c'est le comportement, c'est comment réagir à la douleur. Ça peut être également donc un comportement cognitif. Donc sur, elle agit également sur le comportement cognitif. Et c'est la réaction mentale et c'est ce qui correspond à notre façon de la gérer, de l'interpréter, de lui donner un sens, de rechercher à l'oublier ou à vivre avec. Donc, en fonction de ces éléments, la réaction psychologique à la douleur est différente. Si le patient douloureux hein, est convaincu qu'il peut gérer cette douleur, il peut le faire. Et ça lui permet donc de vivre une vie normale, contrairement à celui qui pense que c'est une maladie invalidante, qu'il n'arrive pas à la gérer, donc c'est difficile hein, de la gérer et de vivre avec. Donc, quand on donne un sens à notre douleur, lorsqu'on pense que c'est une douleur qu'on peut surmonter, qu'on peut donc vivre avec, on peut travailler, on peut mener une vie normale, on peut gérer nos responsabilités, donc on peut vivre avec cette douleur. Contrairement quand on pense que c'est une douleur invalidante qui va nous empêcher de vivre, de mener une vie normale, de assumer nos responsabilités, il est difficile de vivre avec cette douleur. Comment analyser la douleur? Alors, il faut savoir que le rapport à la douleur, donc c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, donc l'analyse, elle est le rapport est différent selon d'abord sa personnalité. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc lorsqu'une personnalité a tendance à émancipier, à dramatiser, donc la douleur pour ce patient est extrême, elle est invalidante, elle est insupportable, contrairement à un autre, donc qui a tendance à minimiser les choses, il peut gérer cette douleur, il peut vivre avec. Son histoire. Alors, si on vit si on a déjà vécu, par exemple, dans une famille où on a tendance à identifier la douleur ou à ne pas accepter la maladie, à ne pas accepter la douleur, donc cela peut jouer hein, sur la gestion de la maladie, l'interprétation. Donc, on va l'interpréter comme quelque chose d'inacceptable et on va donc mal gérer notre douleur. Le contexte dans lequel elle survient. Hein. Si on a par exemple une douleur qui survient à la suite d'une fracture, donc on règle la fracture, donc tout rentre dans l'ordre. Par contre, si la douleur est survenue lors d'un accident, par exemple, ou dans un cadre d'un tremblement de terre, hein, à la suite donc d'un état de stress, il faut prendre en considération ce contexte parce que ça peut jouer ultérieurement sur la recrudescence de la douleur, la récurrence de la douleur. L'âge également. Alors, vous savez très bien qu'un enfant ne réagit pas à la douleur comme un homme adulte ou bien un homme âgé. Donc, l'âge joue un rôle important dans le rapport avec la douleur. La pathologie, hein, par exemple, si la douleur survient dans le cadre d'une pathologie grave, si jamais cette douleur s'accentue, donc c'est pas facile. Donc le patient peut l'interpréter comme une aggravation de cette pathologie. Les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les facteurs de stress, les facteurs qui nous entourent, hein, lorsque la douleur est intensifiée par ces facteurs environnementaux, il faut les prendre en considération. Les facteurs familiaux également, lorsque cette douleur
survient dans un cadre de dépression, d'anxiété ou au contraire, elle est compliquée par une dépression et une anxiété. Donc, il faut prendre en considération tous ces éléments. Par la description de la douleur donc et l'examen clinique, il faut préciser le type de la douleur. Donc, quel est le type de la douleur? Est-ce que c'est une douleur à type de brûlure, picotement, donc de déchirure? Donc, il faut savoir préciser le type par le patient, bien sûr. L'intensité, hein, la localisation, où est localisée cette douleur, elle irradie ou non, quelles sont les irradiations, le temps, quand est-ce qu'elle survient, est-ce que le matin, le soir, est-ce qu'elle est accentuée tout au long de la journée ou au contraire, elle est plutôt calme le soir, hein? Les modalités d'apparition, est-ce qu'elle apparaît brutalement ou au contraire progressivement et elle a tendance à s'aggraver tout au long du temps, donc tout au long de la journée, hein? La chronologie de la journée, est-ce qu'elle est constante, hein, ou non? Est-ce qu'elle est fugace? Est-ce qu'elle est paroxystique? Est-ce qu'il existe un déverrouillage matinal? Rechercher également les facteurs déclenchants, donc les facteurs qui déclenchent cette douleur, qui aggravent cette douleur ou au contraire qui soulagent cette douleur. Donc ça peut être la posture, quelle est la position, hein, qui aggrave ou bien qui soulage, ou bien carrément qui déclenche. Les mouvements, le stress, la température, est-ce qu'elle est aggravée, est-ce qu'elle est soulagée lorsque la température est élevée, hein? Est-ce qu'elle est aggravée, est-ce qu'elle est déclenchée par un repas et lequel, hein? Les répercussions sur la vie quotidienne, hein, est-ce qu'elle est invalidante? L'humeur donc qui s'accompagne, est-ce qu'elle s'accompagne d'une anxiété, d'un trouble du sommeil? Et rechercher également l'interprétation qu'on donne le patient, surtout lorsque la douleur est chronique. Donc, comment le patient l'interprète? Est-ce qu'il pense que c'est une maladie invalidante, au contraire, qu'il peut la gérer? Non. Donc, il faut voir comment le patient interprète cette passion, quelles sont les pensées derrière cette souffrance, les craintes associées, hein, et les attentes quant à la prise en charge. Donc, c'est très important les attentes du patient quant à la prise en charge. Est-ce que le patient pense qu'on peut arriver quand même à une prise en charge, à un soulagement de cette douleur, ou dès le début, le patient pense déjà qu'on ne peut pas le soulager et que cette douleur, cette maladie va persister et que cette douleur, cette maladie est incurable. Également, il faut demander les traitements antérieurs qu'avait pris déjà le patient pour ne pas tomber dans dans la répétition des prises en charge. Quels sont les facteurs de la perception psychique de la douleur? C'est-à-dire les facteurs, hein, qui contribuent donc à cette perception psychique. Alors, parmi ces facteurs, on a le type de la douleur. Il faut savoir que certains types de douleurs peuvent engager des réactions émotionnelles inappropriées et exagérées, hein. Par exemple, la douleur insidieuse et progressive dans l'intensité peut alarmer et être interprétée comme une annonce d'une maladie éventuellement grave, hein. La répétition et l'intermittence de la douleur peut signifier pour le sujet la récidive ou l'extension de la maladie ou de son incurabilité. Au contraire, une douleur brutale et intense peut être alarmante et entraîner une réaction surdimensionnée. Donc, le type de la douleur est important et c'est pour ça que dans l'analyse de la douleur, on a dit qu'il fallait préciser de la douleur pour justement voir est-ce que c'est un facteur qui est incriminé dans la perception psychique de la douleur ou pas. Le deuxième facteur, ce sont les organes cibles de la douleur. Il faut savoir que une douleur au niveau de certains organes nobles ou vitaux est objet de surcharge émotionnelle. Le lieu où l'organe concerné par la douleur peut augmenter la réaction émotionnelle, telle que la douleur thoracique gauche peut signifier une crise cardiaque. Alors, vous savez, si on a mal au niveau des organes vitaux, on pense que c'est le pire. Donc, on pense qu'on peut en mourir et c'est pour ça que
qu'il y ait une surcharge émotionnelle. Donc, on a donné l'exemple de la douleur thoracique gauche. Donc, si on a mal au niveau du côté gauche, on pensera tout de suite à une douleur au niveau du cœur et par conséquent, on risque de faire une crise cardiaque et par conséquent, on risque de mourir. Donc, les organes de la douleur est un facteur de perception psychique de la douleur. L'âge. Il faut savoir que les sujets âgés peuvent réagir à la douleur par de fortes émotions et peurs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la douleur peut signifier une maladie qui peut mettre fin à leur vie. Vous savez, plus on prend de l'âge, plus on pense qu'on se rapproche de la mort. Et donc, n'importe quelle alerte peut entraîner des émotions fortes et des émotions de peur parce qu'on pense que cette douleur peut mettre fin à notre vie. Contrairement, les sujets jeunes peuvent minimiser l'importance d'une douleur et c'est aussi grave aussi parce que parfois, il s'agit d'une atteinte qui peut réellement être grave, mais le sujet a tendance de la minimiser et donc c'est aussi grave que exagérer une douleur. La maladie, donc les malades réagissent également avec une forte émotion à la recrudescence des douleurs de certaines maladies, notamment graves. Alors, si quelqu'un a déjà une maladie grave qu'il connaît, donc il a l'habitude d'avoir la douleur, si cette douleur change, c'est-à-dire qu'elle va augmenter en intensité, donc une recrudescence de la douleur, le patient va tout de suite penser que cette recrudescence va signifier que sa maladie est aggravée et donc par conséquent qu'il se rapproche de la mort. La personnalité, il faut savoir que certaines personnalités anxieuses, narcissiques répondent à une surcharge émotionnelle à une douleur. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que cette douleur peut être une menace à leur intégrité, mais également à leur image. Alors, comme vous le savez, la personnalité narcissique, les personnalités anxieuses, donc, ont toujours peur pour leur intégrité, leur image. Et donc, lorsqu'il existe une douleur, c'est que leur image, leur intégrité peut être touchée, peut être modifiée, peut être atteinte. Et donc, ils vont pas accepter cette douleur. Il va y avoir une surcharge émotionnelle de cette douleur. Les troubles psychiatriques comme sixième facteur, il faut savoir que les psychotiques en général et surtout les schizophrènes ont tendance à minimiser la douleur et ces risques d'annonce d'une maladie grave. Donc, actuellement, on sait que les schizophrènes donc, ont tendance à minimiser la douleur. Est-ce que parce qu'ils sont indifférents à cette douleur? Est-ce que parce qu'ils sont soumis à des neuroleptiques et on sait que parmi les effets secondaires des neuroleptiques, c'est l'indifférence? Donc, ils ont tendance à minimiser la douleur par rapport à ces éléments ou carrément, il s'agit d'une prédisposition génétique parce qu'il existe des prédispositions génétiques où le patient ne ressent pas de douleur. Au contraire, les hypochondriaques, les troubles somatoformes sont considérés comme des patients qui ont des expressions physiques notamment de la douleur, sans substratum anatomique, comme vous le savez. Donc, les hypochondriaques ont tendance à s'alarmer aux moindres symptômes et à exagérer et multiplier par conséquent les investigations et les consultations chez les médecins et à trouver coûte que coûte une atteinte anatomique, chose qui n'est pas toujours vraie. Elles sont considérées donc par les malades comme d'importantes maladies et qui peuvent menacer leur intégrité. On arrive au septième facteur de la perception psychique et c'est la douleur morale. Donc en général, la douleur morale, c'est un symptôme qui se voit notamment dans les dépressions sévères. Il s'agit d'une souffrance insupportable, insurmontable, c'est très difficile. Et les malades, en général, désinvestissent la vie et ne voient que la mort comme issue de leur souffrance. Donc, quand quelqu'un a une dépression sévère, qu'il a une douleur morale, c'est l'extrême de la souffrance. Et c'est pour cela que les dépressions sévères s'accompagnent souvent
d'idées suicidaires. Donc, il faut faire très attention lorsqu'il s'agit de douleur morale, car c'est une souffrance extrême et le malade peut mettre fin à sa vie. Quelles sont les réactions psychologiques à la douleur? Alors, par les désordres physiques, qui est la douleur, bien sûr, va provoquer des réactions psychologiques diverses. Donc, ça peut être la fatigue, l'insomnie, l'anxiété, la dépression, le désintérêt sexuel. Vous savez, quand on a mal, hein, on ne va récolter que du négatif. Et donc, tous ces éléments sont des représentations ou des pensées négatives. Ça va induire, bien sûr, à se désintéresser à tout ce qui fait plaisir. Avec le temps, donc, ces réactions psychologiques constituent un facteur d'exacerbation et d'entretien de la douleur. Et bien sûr, on va se retrouver dans un mécanisme de cercle vicieux. Douleur, donc désordre psychologique, réaction psychologique, douleur, réaction psychologique, donc, et on rentre dans le cercle vicieux de la douleur. Alors, parmi ces réactions, on a les phénomènes d'attention-distraction. Il faut savoir que les données cliniques indiquent qu'une douleur augmente lorsque son attention est focalisée sur sa douleur. Et à l'inverse, lorsqu'un sujet est distrait, la douleur paraît alors diminuer. C'est vrai. Lorsque on ne fait penser qu'à cette douleur, on se désintéresse de tout, on arrête le tout, donc on n'assume plus ses responsabilités, on se focalise seulement sur cette douleur, la douleur, on la voit s'intensifier, augmenter. Au contraire, lorsqu'on est distrait, lorsqu'on se focalise plus sur cette douleur, lorsque on se désintéresse un petit peu de cette douleur, on voit l'intensité de sa douleur diminuer. Et c'est pour cela que la reprise des activités professionnelles ou de loisirs est une étape importante du traitement. Mais cette étape, elle doit se faire progressivement et cela a un rythme préétabli, adapté aux possibilités du patient. Il ne faut rien imposer au patient, il faut discuter, il faut dialoguer et voir le rythme, voir les possibilités du patient pour justement penser à une reprise des activités professionnelles, des responsabilités familiales, de tout, quoi. Autre facteur, donc, c'est la composante affective de la douleur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, cette composante confère à la douleur sa tonalité pénible et parfois insupportable. Elle fait partie intégrante de l'expression douloureuse et elle peut se prolonger vers des états plus différenciés tels que l'anxiété et la dépression. Donc, on peut avoir de l'insomnie, on peut avoir de la fatigue, de l'anxiété, de l'insomnie, de la fatigue, de l'inappétence, mais elle peut se prolonger vers donc de l'anxiété également et de la dépression. Elle est déterminée non seulement par le stimulus nociceptif lui-même, mais aussi par le contexte dans lequel le stimulus est appliqué. Donc, c'est la signification de la maladie, l'incertitude sur son évaluation, les attentes quant à la prise en charge, le contexte. Donc, il faut tout prendre en considération. La composante cognitive de la douleur, elle désigne l'ensemble des processus intellectuels susceptibles d'influencer la perception de la douleur et les réactions qu'elle détermine. Donc, parmi ces processus, par exemple, les processus d'attention et de déterminement de l'attention, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'on est focalisé sur la douleur, on a plus mal, quand on est discret, on a moins mal. Les interprétations et les valeurs attribuées à la douleur. Si je pense que ma douleur est quelque chose d'incurable, si je pense que je ne pourrai jamais la gérer, que c'est une maladie invalidante, donc je vais avoir d'autres réactions psychologiques par rapport à cette douleur. L'anticipation. Alors, vous savez que lorsqu'on a mal et que lorsque il y a une récurrence de cette maladie, il y a toujours l'anticipation. On attend toujours quand est-ce que cette douleur revient. C'est ce qu'on appelle l'anticipation.
et on va perdre notre temps et on va vivre pour cette anticipation. Donc, cette composante cognitive est une réaction psychologique à la douleur. Les références à des expériences douloureuses antérieures, personnelles ou observées. Hein. Par exemple, je vous donne l'exemple d'une femme qui accouche. Donc, si on assiste à un accouchement pénible, hein, une femme qui va accoucher va penser, hein, donc on dit que derrière toute pensée, il y a un comportement, et cette patiente, cette parturiente qui va accoucher, elle va penser qu'elle va avoir la même douleur parce qu'elle a assisté à un accouchement pénible et elle a vu que euh, cette douleur pénible peut être la même pour toute femme qui accouche. Donc, elle va automatiquement accentuer sa douleur, ce qui est faux. Donc, toutes les femmes n'ont pas la même douleur à l'accouchement. Les décisions sur le comportement à adopter. Hein, donc, si je pense que ma douleur est incurable, qu'il s'agit d'une maladie invalidante, qu'on ne peut pas la prendre en charge, donc je ne vais pas voir des médecins, je ne vais pas demander de l'aide et donc cette pensée va influencer ma décision quant à la prise en charge de ma douleur. La composante comportementale, elle investit tout l'aspect moteur de la douleur, c'est-à-dire les positions antalgiques, les mouvements provoquant ou aggravant le ressenti douloureux, les phénomènes d'évitement, les troubles du sommeil, les répercussions sur l'autonomie et le travail. Donc, lorsqu'on a mal, il faut voir tous ces éléments du comportement parce que ça peut être des facteurs sur l'expression psychologique de la douleur. Alors, comment se fait cette prise en charge? Donc, il faut savoir que tout soignant doit savoir élargir sa compréhension du malade à un ensemble de facteurs psychosociaux susceptibles d'amplifier et d'entretenir la douleur. C'est-à-dire, il faut revoir dans notre prise en charge tous les éléments qu'on vient de voir, les facteurs, l'analyse de la douleur, les facteurs qui vont influencer ma réaction à la douleur pour justement prendre en charge cette douleur. Dans la plupart des cas, la collaboration avec le psychiatre ou le psychologue est souhaitable parce que, comme on l'a vu, la douleur égale souffrance. Et donc, il faut prendre le patient comme un tout, comme l'individu comme un tout, et il ne faut pas séparer l'organique du moral parce que le patient a une double souffrance. C'est la douleur qui est anatomique due à la lésion, mais également au niveau des deux zones qu'on a vues au niveau du cerveau, l'émotionnel et la sensibilité. Là, il faut donc penser à collaborer avec le psychiatre ou le psychologue. Mais pour collaborer, il faut justement faire accepter la démarche au malade, la démarche qui ne doit pas être interprétée comme la preuve que l'on croit à une douleur imaginaire. Donc, il ne faut pas se précipiter à faire une orientation et envoyer le patient au psychiatre, mais il faut lui expliquer qu'on comprend sa douleur, qu'on comprend sa souffrance et qu'il faut collaborer avec un psychiatre et ne pas lui faire croire qu'on pense que sa douleur est imaginaire. Alors, la première étape serait d'établir une relation de confiance avec le malade. Et c'est pour cela que le premier contact avec le malade douloureux peut être délicat pour le soignant. Mais cette relation, elle est toujours facilitée lorsque le soignant montre clairement au patient qu'il croit sa douleur et qu'il fait preuve d'empathie. Alors, l'empathie, c'est être capable, donc, de ressentir la souffrance de l'autre. Mais croire à la douleur ne signifie pas accepter toutes les conceptions du malade sur son état ou sur la nature de la douleur. C'est-à-dire, quand on analyse la douleur, quand on analyse les facteurs qui, justement, influencent la réaction à la douleur, il faut montrer, donc il faut expliquer le patient que les causes sont diverses, qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. L'être humain est un tout et il faut savoir être disponible
pour écouter et créer le climat de confiance qui sont indispensables à une relation de qualité. Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre du temps. Donc, quand on écoute le patient, quand on l'observe, quand on crée un climat de confiance, il nous faut du temps. En conclusion, je dirais que la douleur physique et psychique sont indissociables. Traiter l'une sans traiter l'autre serait passer à côté de la problématique. La reconnaissance de la douleur et la croyance en ce que dit le patient est primordiale. Expliciter la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse est déjà thérapeutique. Travailler auprès de patients douloureux, c'est s'interroger sur leur relation à la douleur, c'est-à-dire analyser tous les facteurs qui peuvent influencer notre réaction à la douleur. Alors, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Participant 36. Madame, Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, je vous remercie.